Tous les matins, le rituel est le même. Matelots, mécaniciens, pilotes, tous entament une inspection méticuleuse. Les 12 000 mètres carrés du pont d'envol sont passés au peigne fin. Allez, on va jusqu'au bout. On appelle ça la cueillette. Il faut regarder s'il n'y a rien qui traîne, parce qu'avec les réacteurs qui vont souffler, en fait, ça peut faire des débris. C'est pour ça que tous les matins, on regarde partout ce qu'il y a sur le pont et on ramasse. Merci à tous et bonne journée. Une attention extrême, car en ce moment, la piste d'envol du Charles de Gaulle est très fréquentée. On prépare la mise en route des réacteurs à l'arrière. Acceptez, directeur. Une centaine de décollages par jour. Le porte-avions est en mission opérationnelle de surveillance, quelque part dans l'océan Indien. La cible des pilotes, tous les navires qui transitent par le détroit d'Ormuz, une zone hautement sensible. Il faut les survoler et les identifier. Pour protéger le Charles de Gaulle, 2 frégates et un sous-marin nucléaire d'attaque. Des manœuvres hors normes menées en commun avec l'armée américaine et l'un de ses 10 porte-avions nucléaires, l'USS Truman, un bâtiment 2 fois plus gros que le Charles de Gaulle. Dans le ciel, les Rafales français volent en formation avec les F-18 de l'US Navy. Amiral. Bonsoir tout le monde, asseyez-vous. L'état-major n'a pas le droit de nous dire où se trouve exactement le navire. Amiral, commandant, bonsoir, un point de situation. Mais autour du contre-amiral Chaperon, patron du dispositif français, nous avons pu assister aux premières minutes d'un briefing classé confidentiel défense, à condition de ne pas montrer la carte indiquant la zone d'opération. Cette zone, pour l'instant peu active sur l'Arabie Saoudite, va se décaler vers l'est. On va avoir dès le début de matinée des risques d'averse sur la côte omanaise et iranienne. Iran, Golfe d'Oman, Arabie Saoudite. Nous sommes en fait sur la route du pétrole. La France et les États-Unis se préparent à une possible guerre dans le Golfe Persique. Voilà, on va aborder maintenant des sujets un petit peu plus confidentiels. Donc je vais vous demander de nous laisser de manière à poursuivre ce briefing. Face aux Iraniens, il faut donc montrer ses muscles. Si la France part un jour au combat, cet homme sera en première ligne. Il s'appelle Thermo, il est pilote de chasse. Thermo, c'est son call sign, son surnom militaire. Son identité est confidentielle défense. Marié, 33 ans, formé à l'école navale, ce pilote confirmé passe 3 mois par an à bord du porte-avions. Il s'apprête à décoller. On se met une première sous-couche, un joli pyjama vert, qui va nous protéger eh bien, en cas de départ de feu, par exemple, dans la cabine. Ensuite, une deuxième combinaison. Quand on part en mission comme ça, on emmène vraiment le strict minimum. J'ai dans mes poches juste quelques dollars. Ça, c'est pour agrémenter notre solitude si on doit se dérouter sur un terrain étranger, parce que pour une panne ou pour une raison ou une autre, on n'a pas pu revenir à bord du porte-avions. Et deuxième truc qu'on emmène, eh bien, c'est ça, la médaille de baptême, Made in Marine Nationale. Ça, c'est pour identifier le corps en cas de crash. L'overview de la mission, donc une mission de SSC aujourd'hui. Sa mission aujourd'hui, localiser des navires suspects et les photographier. Le but, ça va être d'aller faire de la collecte de renseignements au profit donc, de l'état-major embarqué. Écoute, on s'appelle l'ASCAR 35 et 36, Thermo Jodas. Ce n'est pas un entraînement. Les hommes du Charles de Gaulle sont sur les qui-vive. Il y a quelques jours, une frégate iranienne a été repérée non loin du dispositif franco-américain. L'arme de Thermo, le Rafale. Il y en a 12 à bord. Un concentré de technologie. Avant le décollage, il faut rentrer la mission du jour dans l'ordinateur de l'avion.
c'est la cassette dans laquelle il y a toutes les données pour la mission qui vont être chargées dans l'avion au moment de l'initialisation. Pour cet appareil capable de voler à près de 2000 km/h, les côtes iraniennes ne sont qu'à quelques minutes de vol. Ça, c'est le pod Damoclès, c'est la nacelle avec laquelle on va pouvoir prendre des images infrarouges en restant assez loin des bateaux qu'on va repositionner. Cet engin sert aussi au guidage laser des missiles. Donc la première chose qu'on fait quand on arrive dans l'avion, eh bien, on aligne ses centrales sur le GPS. Ça va permettre, une fois qu'elles seront alignées, de connaître en permanence notre position en 3 dimensions. Contre les jambes, c'est la poignée d'éjection, la jaune et noire. On essaye de pas trop la tripoter, celle-là. On espère jamais avoir à s'en servir. Il y a 3 ans, Thermo a participé aux frappes en Libye. Depuis le Charles de Gaulle, 840 attaques ont été menées contre le régime de Mouammar Kadhafi. La Libye et l'Afghanistan ont été les 2 grands théâtres d'opération du porte-avions français. Pour chaque catapultage, des dizaines de personnes sont mobilisées, toutes sous la houlette des chiens jaunes. Réputés pour leur tendance à aboyer, ils sont les policiers du pont d'envol. Le bruit est assourdissant. La communication se fait donc par signes. Avec les avions de chasse, décolle le Hawkeye, l'œil d'aigle. Pour cette mission, c'est lui qui va donner l'alerte au pilote si un avion ennemi s'approche. Son radar a une portée de 500 km. En passerelle principale, un homme a les yeux rivés sur le pont. Oui, tu as bien pris en compte le fait qu'on restait sur Fougera et qu'on passait pas sur Mascate? Le capitaine de vaisseau Pierre Vendier, commandant du Charles de Gaulle. Ok. Lui-même est un ancien pilote. Guerre du Golfe, ex-Yougoslavie, Afghanistan. Il a été de tous les conflits où la France s'est engagée. En fait, c'était juste une distance. Depuis juillet 2013, il dirige non sans fierté le vaisseau amiral de la flotte française. Il va jusqu'à 27 nœuds. Voilà, 27 nœuds, ça fait 50 km/h à peu près. Ce qui est pas beaucoup, et rapporté à une journée, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on fait 1000 km par jour. Donc voilà, parce que ça dure toute la journée, on s'arrête jamais. Il n'y a pas de pause sur le bord de l'autoroute. Donc on avance, et donc c'est un bateau, 1000 km par jour. Et pas de problème de carburant non plus. Voilà, alors on a de la chance, c'est qu'on est propulsé par 2 chaufferies nucléaires qui nous permettent d'avoir une autonomie de plusieurs années. C'est 7 ans, on fait le plein tous les 7 ans. Voilà. Et ce mastodonte de 42 000 tonnes se dirige avec cette petite manette, pas plus grosse que celle d'un jeu vidéo. Pendant que certains appareils volent, d'autres partent en maintenance. Et c'est ici que ça se passe, sous le pont d'envol. Djibril a 27 ans. Il est mécanicien sur Rafale. Aux petits soins, 10 heures par jour. Djibril est entré dans la marine à 21 ans, après un bac technologique et 2 années de fac. Il gagne environ 1 700 € par mois. Là, on a une panne T23. C'est panne d'une sonde de température au moteur. A priori, rien de grave. Une simple pièce à remplacer. Première étape, ouvrir la carlingue. Délicatement. Un Rafale coûte 100 millions d'euros. La sonde défectueuse se trouve quelque part derrière le moteur. Moi, je sais que mon bras, il passera pas. Il faut que tu rentres carrément ta tête. Tiens, petit Fred, tu peux passer le PC, s'il te plaît? Impossible de la trouver. C'est du 8, mais... Djibril va devoir se plonger dans le mode d'emploi de l'avion.
La pièce est localisée. Retour la tête dans le moteur et au bout d'un quart d'heure... Et voilà. Une sonde T23. Ces mécaniciens n'ont pas droit à la moindre erreur. La vie des pilotes est entre leurs mains. S'il a suivi une rapide formation théorique au sein de la marine, c'est surtout auprès des anciens que Djibril a appris les secrets du Rafale. C'est nos pères, entre guillemets, qui vont nous apprendre comment fonctionne le métier. Donc petit à petit, moi j'ai vu mes pères arriver et partir. Et puis là, moi à mon tour, je forme d'autres. Et puis maintenant, avec l'informatique, tout ça, on arrive à tout suivre. Mais la transmission orale reste quand même prédominante. Comme Djibril, ils sont plusieurs centaines à se relayer au chevet des avions, jour et nuit. Car pendant ces manœuvres, à bord du Charles de Gaulle, la vie ne s'arrête jamais. C'est une ville flottante, longue de 261 mètres. Répartie sur une dizaine d'étages, où vivent et travaillent 1900 marins. Appel au poste de compagnie. Des kilomètres de coursives. Celle-ci, par exemple, est surnommée le 110 mètres haie. À bord, tout ce qu'il faut pour être autonome pendant des mois. Au pont principal, l'hôpital, avec son scanner, ses 2 blocs opératoires, son chirurgien, son dentiste et ses infirmiers. Bras long du corps, bien relâché. Voilà. Donc pas de sport, pas d'alcool pendant 48 heures. Des soldats qu'il faut soigner et évidemment nourrir. 6 réfectoires à bord. Officiers d'un côté, matelots de l'autre. Chacun de son côté, mais pour tous, la même cuisine. Le Charles de Gaulle est ravitaillé tous les 10 jours en produits frais. Une soute réfrigérée pour les légumes, une pour les laitages et une autre enfin pour la charcuterie. Il y a aussi à bord des montagnes de conserves. De quoi tenir 45 jours en autarcie complète. Le porte-avions a même sa propre boulangerie. Didier a 35 ans. Il fabrique tous les jours 1200 baguettes. Rien que du frais. Pas le moindre pain congelé. C'est important d'avoir du bon pain à bord, ça peut paraître comme un détail un peu dérisoire sur un bateau de guerre. Ah non, c'est très important. Quand on part longtemps en mer comme ça, la nourriture c'est un des rares plaisirs finalement qu'on a à bord. Il y a peu de distractions, beaucoup de travail, il faut que les gens puissent avoir au moins ça pour tenir sur la durée. Ce boulanger est un soldat de la Marine nationale. En période de manœuvre, comme lui, les 3/4 de l'équipage ne voient presque jamais la mer. Pour des raisons de sécurité, le pont d'envol leur est interdit. Quartier maître de Pau, bonjour. C'est le cas d'Élodie, l'une des coiffeuses du bord. Oui. Alors, par contre, maintenant, c'est pas avant le 11 février. Oui, je suis complète. Minimum 15 jours d'attente pour un rendez-vous. Votre grade, s'il vous plaît. Bon, vous manquez pas de clientèle, en gros. Ah non, du tout, j'ai pas à me plaindre. Franchement, c'est génial de savoir que j'ai du monde et comme ça, je vois pas mes journées passer. Donc voilà. Alors, baissez un tout petit peu la tête. Merci. Pour l'originalité, on repassera. Coupe réglementaire de rigueur, bien dégagée derrière les oreilles. Je m'occupe pas trop fort? Non. On mettait bien la tête droite. Élodie n'a pas toujours coiffé des marins. Titulaire d'un CAP, elle a commencé sa carrière en salon, dans le civil. Et voilà, chef. Je vous souhaite une très bonne journée. À vous aussi. Au revoir. À bientôt. À la prochaine. Il y a aujourd'hui 300 femmes à bord du Charles de Gaulle, dont 90% de matelots. Pas une femme pilote, pas une femme officier supérieur. Pour l'instant, les filles de la marine, comme Élodie à la buanderie,
occupent les postes les moins qualifiés. Oui, bonjour Madame Farid de la Buanderie. Je vous appelle pour vous prévenir que votre linge est prêt si vous voulez venir. Originaire de Bretagne, engagé en septembre 2011, le Charles de Gaulle est sa première affectation. Je voulais absolument être embarquée et à tout prix sur le Charles de Gaulle. Pour moi, c'était vraiment celui que je voulais faire en premier, en fait, le fleuron de la marine, donc le bateau le plus important. Les autres, donc c'est vrai que je me suis battue pendant mes classes pour arriver à cette place. Comme elle, tous ceux qui sont à bord se sont portés volontaires. En opération, ces soldats doivent être constamment maintenus sous pression et motivés, quel que soit leur poste et leur grade. Mettez-vous en cercle autour de moi, là. Ce matin, le commandant félicite 6 hommes qui ont su réparer en pleine mer une brèche dans la coque du bateau. Vous avez réalisé avec un professionnalisme remarquable un épontillage sur la coque dans des délais très courts et des conditions difficiles. J'ai été voir moi-même. Vous méritez d'être cité en exemple. Félicitations. Ceux que j'ai félicités, maintenant je les connais. Je les repère, je leur dirai bonjour plus personnellement dans les coursives. Après, c'est difficile de connaître personnellement 2000 personnes. Mais voilà, ça crée un lien et ça crée une forme de reconnaissance qui est très importante dans l'équipage. Mais Pierre Vendier va rapidement retourner en passerelle. Deux machines réglées avant 80. Bien. Car s'annonce un moment délicat, le retour des avions. Deux machines avant 80. L'appontage. C'est pas l'appontage en lui-même qui est une phase critique, c'est faire apponter 15 avions en une demi-heure. Voilà, ça c'est critique. C'est-à-dire qu'il faut avoir la garantie que pendant cette demi-heure, tout va bien fonctionner sur le bateau. Et moi je suis maître de l'horloge, le gardien du temps. En fin de mission, les avions sont à court de carburant. S'ils n'arrivent pas à se poser rapidement, le commandant doit trancher, soit les ravitailler en vol, soit les dérouter vers la base la plus proche. Deux machines avant 90. À bord. L'officier de quart, lui, doit garder le cap, face au vent et à pleine vitesse. Car l'avion doit toucher le pont le plus lentement possible. Ces remarques sont celles des officiers d'appontage. En tenue marron, ils guident les pilotes et les autorisent ou non à se poser. Si le pilote n'est pas parfaitement dans l'axe et à la bonne altitude, wave off. Ordre de remettre les gaz. Le pilote devra refaire une approche. Aux premières loges, les deux patrons du dispositif, le contre-amiral Chaperon et son homologue américain, le vice-amiral Sweeney, venu étudier le savoir-faire français. Pendant ces manœuvres, des avions de chasse américains se sont même posés sur le Charles de Gaulle. Tour à tour, Super Étendard et Rafale rentrent de mission. Les avions touchent le pont à 270 km/h. En accrochant ces câbles d'acier, ils sont stoppés en 70 mètres. C'est au tour de Thermo, le pilote parti en mission de reconnaissance. Comme sur ces images filmées il y a quelques mois depuis un Rafale, Thermo réussit son appontage du premier coup. Malgré ces 1000 heures de vol, ce n'est jamais une formalité. Vu du ciel, les pilotes décrivent le Charles de Gaulle comme un confetti posé sur l'océan. Ça s'est plutôt bien passé. On est content, on a réussi à relocaliser les navires suspects. Donc on est content, on a rempli la mission. Et l'appontage s'est bien passé aussi, ça c'est important. Un peu la mission dans la mission. Au cours de ces manœuvres, les renseignements récoltés par les pilotes français sont partagés avec les Américains.
fin de journée sur le Charles de Gaulle. Bienvenue dans les appartements princiers. Une chambre qu'il occupe avec un autre pilote. Thermo gagne environ 4 000 € par mois. Cela fait maintenant 7 ans qu'il passe ainsi un quart de l'année loin de sa famille. C'est pas toujours facile à vivre. Hier soir, ma femme m'a annoncé qu'on allait avoir une petite fille. Je suis hyper heureux. D'ailleurs, je l'emporte toujours avec moi. Vous voyez, elle a les yeux de son père, non, vous trouvez pas? Ça va pas être plus dur de partir, désormais? C'est sûr que ça va pas être facile. C'est toute la difficulté du métier de marin, je pense, et pilote de chasse, c'est d'être disponible, réactif, pour être prêt à partir au cas où on nous le demande. C'est beaucoup de sacrifices, parfois. Pour Thermo et les 1900 marins du Charles de Gaulle, la mission se termine dans quelques jours. Après 3 mois de mer.